Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur les antennes de la RTI. Nous sommes ici au Palais présidentiel pour cette grande interview. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir Pascal. Merci de nous accorder un peu de votre précieux temps. Aujourd'hui avec vous, nous allons aborder les préoccupations des Ivoiriens. Après la grave crise post-électorale que notre pays a vécue, vous avez véritablement pris les rênes du pouvoir au mois de mai 2011. Cela fait bientôt un an et c'est l'occasion d'un premier bilan. Les Ivoiriens, il faut le dire, sont partagés entre le doute et l'espoir, car la crise est certes derrière nous, mais la situation socio-économique est très difficile avec la cherté de la vie et les licenciements pour motifs économiques que nous constatons aujourd'hui. Ce soir, Monsieur le Président de la République, vous allez tenter de dissiper leurs angoisses et leur redonner espoir. La sécurité et la réconciliation nationale sont également des sujets de préoccupation et bien sûr, nous allons en parler. Nous n'oublierons pas que vous êtes aussi le président en exercice de la CEDEAO, notre région africaine qui est donc en proie à d'énormes difficultés. Il y a la rébellion Touareg au Mali qui a provoqué la chute du président Amadou Toumani Touré. Il y a de nombreux attentats de Boko Haram qui endeuillent régulièrement le Nigeria. Sur tous ces sujets, Monsieur le Président de la République, pour vous interroger, je bénéficie du concours de Agnès Crédit de Fraternité Matin. Bonsoir Agnès. Bonsoir Pascal, bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir Agnès. Monsieur le Président, si vous le désirez, nous allons donc commencer par l'actualité sous-régionale avec ce coup d'État au Mali. La CEDEAO que vous dirigez, vous avez répondu par la fermeté. Pourquoi? D'abord, je voudrais vous remercier, Agnès, Pascal. Je remercie tout particulièrement pour cette opportunité parce que, vous l'avez dit, ça fait un an, un peu plus d'un an que j'ai été élu au suffrage universel par nos compatriotes. C'est un honneur, c'est une charge et je pense que le moment est venu de parler à mes compatriotes et de leur dire un peu comment j'ai trouvé la Côte d'Ivoire, ce que nous avons pu faire depuis un an et surtout indiquer où est-ce que nous allons et comment nous allons y arriver. Donc c'est une opportunité, je m'en réjouis personnellement. Je dois signaler que j'avais souhaité le faire depuis plusieurs mois, mais à maintes occasions, nous avons été obligés d'en faire un report, mais ce soir, je parlerai vrai. Et je dirai à nos compatriotes la situation. Alors, commençons par le Mali. Vous savez, le Mali est un pays voisin de la Côte d'Ivoire. C'est un grand pays. C'est un pays fondateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui a toujours eu d'excellentes relations avec la Côte d'Ivoire. Je dirais même au plan personnel que quand ma mère a dû être exfiltrée pendant la grave crise en 2002, c'est au Mali qu'elle a trouvé refuge. Donc ceci crée des liens. Alors, donc nous sommes préoccupés par la situation au Mali pour deux raisons. La première, ce qui s'est passé est un coup d'État contre la démocratie. Le Mali était une fierté pour nous tous les démocrates, qui a fait 20 années d'élections normales, paisibles, un environnement d'état de droit, et aussi un pays qui, malgré ses difficultés, allait de l'avant, faisait des progrès. Et ce processus a été interrompu par un coup de force. Cela est inacceptable. D'autant plus que c'est un mauvais exemple. Nous étions fiers il y a quelques mois de dire qu'en Afrique de l'Ouest, les régimes démocratiques sont maintenant en majorité et que les quelques cas qui nous restent et que je ne citerai pas sont des cas que nous allions traiter à l'occasion du mandat que mes pères ont bien voulu me confier. Et nous voilà devant ce drame. La deuxième raison, le Mali est menacé de partition. Nous ne pouvons pas accepter cela, ni au niveau de la CEDEAO, ni au niveau du continent africain. Nous devons préserver à tout prix l'intégrité territoriale du Mali.
Je m'emploie personnellement à faire cela et avec mes pairs de la CEDEAO. Et nous devons réussir parce que si le Mali est divisé, morcelé, c'est un mauvais exemple. Alors donc, je considère que cette fermeté, c'est dans l'intérêt du Mali et des Maliens. Évidemment, nous souhaitons tous qu'on n'en arrive pas à l'application des sanctions. Mais vous savez, c'est très simple de ne pas y arriver. La junte militaire qui a fait un coup de force doit rendre le pouvoir aux autorités constitutionnelles et qu'ensemble nous puissions trouver les voies et moyens de faire en sorte que la légitimité soit installée, que nous puissions nous consacrer au problème de développement du Mali et que nous puissions régler le problème de préserver l'intégrité territoriale du Mali. Quand vous dites légitimité, que ce soit le retour de ATT, soit le président de l'Assemblée nationale pour assurer l'intérim. Pour moi, l'analyse est simple. Les Maliens ont élu un président après avoir mis en place une constitution. Les Maliens ont également élu des députés. Et dans la Constitution, les choses sont claires. Le président de la République va jusqu'au terme de son mandat. Il reste 2 mois de mandat à ATT. Il devrait être remis en selle pour terminer ces 2 mois. Maintenant, il lui appartient, compte tenu des circonstances, de dire, et je crois qu'il l'a dit un peu sur les radios, que sa personne importe peu. Et en ce moment-là, le jeu constitutionnel doit se mettre en œuvre. Et cela s'est produit dans d'autres pays. Une fois que ce problème est réglé, il faut effectivement un gouvernement d'union nationale qui permette à tous d'avoir confiance et de faire en sorte que les élections aient lieu dans les délais rapprochés. La constitution malienne est à peu près comme la nôtre. En cas de vacance du pouvoir, en cas de démission du chef de l'État, des élections doivent être organisées à moins de 21 jours au moins et 40 jours au plus. Il appartiendra à la classe politique de voir si cela est possible. Autrement, la CEDEAO sera donc disponible pour donner un délai supplémentaire, mais pas de très longue durée. Monsieur le Président, si vous permettez, nous allons revenir sur le risque d'implosion du Mali dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Aujourd'hui, nous savons que Kidal est tombé entre les mains de la rébellion Touareg. Oui. Personne ne peut prédire jusqu'où ira cette rébellion, mais ce que nous pouvons savoir avec vous, c'est que ferait la CEDEAO pour empêcher l'avancée de cette rébellion. Nous avons mis en alerte les forces d'attente au sein de la CEDEAO. Nous avons 2000 hommes dans cette force. Nous avons les équipements. Nous avons demandé à la communauté internationale de nous appuyer et d'appuyer le Mali, d'appuyer les soldats maliens. Notre souhait, c'est d'éviter la guerre. Mais vous savez, si la légitimité est rétablie et que ces mouvements armés se rendent compte qu'il y a une mobilisation régionale et internationale, ils quitteront Kidal tout de suite, parce qu'ils connaissent les conséquences de ce qui pourrait leur arriver. Est-ce qu'à ce jour, vous pouvez rassurer les Maliens que demain, une armée ouest-africaine pourrait venir à leur secours? Ah non, l'armée ouest-africaine doit venir au secours des Maliens. Ce qui arrive aux Maliens nous arrive à tous. Un dérapage au Mali va atteindre nécessairement tous les pays voisins. Regardez le nombre de réfugiés, déjà au Burkina et au Niger, et même en Mauritanie. Alors nous devons tout faire pour préserver l'intégrité territoriale du Mali, et en tant que président en exercice de la CEDEAO, je mettrai tout en œuvre pour réussir cet objectif. Mais bien entendu, cela va de pair avec le retour à l'ordre constitutionnel. D'après les décisions que la CEDEAO a prises hier à propos contre les putschistes, oui. Si jusqu'à lundi, les putschistes ne rentrent pas le pouvoir de manière constitutionnelle, donc vous appliquerez l'embargo à la fois diplomatique et financier. Le risque de ce genre de décision, c'est que les populations qui prennent souvent le coup, comme on le dit, ces victimes, qui sont à la fois un souci, mais en même temps qui deviennent des victimes dans ce genre de situation. Mais vous savez, c'est vrai, mais je pense que ces jeunes gens de la junte comprennent qu'est-ce qu'ils nous ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit à nos ministres et à nos chefs d'état-major? Nous avons fait ce coup de force parce que les populations souffrent, parce que nous sommes humiliés de voir qu'une partie de notre territoire est en proie à être détachée du Mali, le coût de la vie est très cher, etc. Mais vous savez, nous sommes soucieux
d'alléger les souffrances des populations. Donc ces jeunes gens qui disent qu'ils aiment tant le Mali doivent rentrer dans l'ordre constitutionnel. C'est une obligation pour eux s'ils sont sincères dans ce qu'ils disent. ATT devait partir dans 2 mois, le 8 juin. Alors qu'est-ce que ça leur apporte de rester à la tête d'un État et de faire souffrir les Maliens? Donc je souhaite pour ma part, et j'ai eu l'occasion de parler au capitaine Sanogo, je le lui ai dit, que c'est très dangereux, c'est très grave ce qui a été fait et c'est intolérable, c'est inacceptable. La place des militaires, c'est dans les casernes, ce n'est pas au palais présidentiel. Et je crois que nous nous sommes compris. Alors, la rébellion au nord du Mali, coup d'État à Bamako, des attentats au Nigeria, quelle est la parade de la CEDEAO par rapport à toutes ces violences qui secouent notre sous-région? Oui, vous pourrez ajouter des menaces ailleurs, en Guinée-Bissau, etc. Mais la CEDEAO est un espace communautaire et mon mandat, je le place sous le sceau de la paix et de la sécurité, mais également, bien sûr, du développement. Et le problème de Boko Haram, par exemple, mais le Nigeria a déployé des mesures très fortes. Et cette lutte contre le terrorisme est en train de réussir au Nigeria. Nous devons réussir ce qui se passe au Mali. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Demain, j'envoie une mission en Guinée-Bissau, dirigée par le président de la commission de la CEDEAO avec le chef d'état-major de Côte d'Ivoire et le chef d'état-major du Nigeria pour faire le point. Et également en Guinée-Bissau, nous allons agir. Vous voyez, l'objectif de la CEDEAO, c'est d'élargir la démocratie, de l'installer de manière définitive dans notre sous-région. Nous voulons être fiers de constater que notre sous-région a fait un bond spectaculaire en matière de démocratie et d'état de droit. Mon mandat est placé sous cet auspice et je ferai tout pour que nous puissions réussir et j'ai le soutien des autres chefs d'État pour le faire. Et de ce point de vue, ce qui s'est passé au Sénégal doit vous réjouir, Monsieur le Président? Ah oui, mais vous savez, c'est une fierté. Heureusement, ces derniers jours, il y a eu le Sénégal. D'abord, ces élections qui ont été paisibles, se sont passées dans une ambiance vraiment de tranquillité. Moi, je salue le peuple sénégalais. Je ne suis pas surpris parce que des années. Je salue le président Wade qui a été très élégant et qui, avant même la publication des résultats provisoires, a appelé Macky Sall pour lui dire « Vous avez gagné, jeune frère, et c'est vous le président ». Et 10 minutes après qu'il ait parlé à Macky Sall, je lui ai parlé. Et je peux vous dire que j'ai parlé à Macky Sall également. Et je crois que la transition va se passer de manière exemplaire. Et nous nous en sommes très fiers. Je félicite le président Wade, je félicite le président Macky Sall. Les liens entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont des liens historiques. Nous sommes très proches, très liés. Et le Sénégal peut compter sur la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Revenons un moment, Monsieur le Président, à cette crise ivoirienne. On vous voit très impliqué dans la recherche d'une solution. C'est vraiment le retour de la diplomatie ivoirienne. Mais tout à fait. Vous savez, la Côte d'Ivoire a un rôle moteur à jouer dans la sous-région et nous devons nous ouvrir. Vous constaterez d'ailleurs que durant les quelques mois, moins d'1 an que j'ai été effectivement en fonction, c'était au mois de mai. Depuis le mois de mai, j'ai visité 12 des 15 pays de la CEDEAO. Pourquoi je l'ai fait? Pour d'abord indiquer à ces États, à ces peuples, que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité, que nous sommes un peuple hospitalier. La Côte d'Ivoire est un pays d'ouverture et que ce qui s'est passé est dépassé. Et que pour nous, nous voulons nous tourner vers l'avenir. Parce qu'il y a certains de leurs concitoyens qui ont été brutalisés ici, qui ont été tués pendant cette crise post-électorale. Ce n'était pas facile au début. Mais maintenant, le fait que ces États à l'unanimité m'aient demandé d'assurer la présidence de la CEDEAO montre que ces voyages ont contribué à donner à la Côte d'Ivoire la place qu'elle mérite. Alors donc je continuerai. La Côte d'Ivoire a des liens non seulement privilégiés, mais également la CEDEAO est un marché pour la Côte d'Ivoire.
Si nous voulons avoir une expansion économique très forte, il faut des marchés d'exportation. Alors nous parlerons de l'économie bien entendu. Donc il y a un aspect diplomatique, il y a un aspect économique, mais surtout il y a notre volonté de créer une CEDEAO des peuples. Il faut que toutes ces institutions travaillent pour les citoyens des États. Il ne faut plus qu'il y ait des difficultés pour un Ivoirien de se rendre au Ghana ou de se rendre au Nigeria avec toutes sortes de paperasseries, d'obstacles quand il a son petit commerce à faire, des barrages à tout point de vue. Il faut abolir cela, que nous ayons un espace ouvert comme en Europe. Et c'est comme ça que nous rendrons service à nos peuples. Monsieur le Président, restons toujours dans la diplomatie et allons au-delà de la CEDEAO. Parlons, si vous le voulez bien, de l'Union africaine. Oui. Blocage avéré, blocage constaté, l'incapacité des chefs d'État africains à s'entendre, à choisir un président de commission. Oui. Où est-ce que vous allez dans ces dissensions? Nous n'en sommes pas très fiers. Élire le président de l'Union, de la commission à Addis Abeba. Beaucoup de choses se sont passées, je ne reviens pas là-dessus. Pour moi, la démocratie, c'est 50% plus un vote. Jean Ping a gagné 3 fois de suite les scrutins qui se sont déroulés. Il y a eu un blocage parce que les règles de l'Union africaine sont très compliquées. Nous nous sommes réunis récemment à Cotonou. Nous allons trouver une solution. J'espère qu'à Lilongwe, au mois de juillet, nous allons pouvoir élire le président de l'Union africaine. Nous avons demandé aux 2 pays qui avaient des candidats, le Gabon et l'Afrique du Sud, de se retrouver et de nous faire des propositions. Nous pensons qu'ils sont en train de se concerter. Ils nous ont promis de venir vers nous avec une proposition de solution. Très bien. Nous avons commencé par l'actualité africaine parce qu'elle s'est imposée à nous. Parlons maintenant des affaires ivoiriennes, Monsieur le Président, et sécurité en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est également concernée. On a remarqué que dans le nouveau gouvernement, vous-même, vous avez pris en main le ministère de la Défense. Qu'est-ce que cela induit? D'abord, permettez-moi de vous rappeler que je suis le chef suprême des armées, selon notre Constitution. En tant que président de la République, vous l'êtes? En tant que président de la République, je le suis. Oui. Ça ne suffisait pas? Non, ça suffit. Alors, je ne suis pas à la recherche de pouvoir exceptionnel. Maintenant, j'avais un Premier ministre qui avait réussi à tisser des rapports très étroits avec les 2 armées qui se sont combattues. Parce que je suis un homme d'engagement et de parole, j'ai cédé donc le poste de Premier ministre au PDCI. Et Guillaume Soro est maintenant le président de l'Assemblée nationale. Et nous avons une restructuration importante à faire au niveau des forces de défense et de sécurité. La question de la sécurité s'améliore. Mais je veux, moi, construire une armée forte, une armée professionnelle, une armée dont nous serons fiers, une armée républicaine, comme son nom l'indique d'ailleurs. Et à partir de là, vous savez, ce n'est pas seulement la protection de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Je veux aller au-delà. Je veux que notre armée contribue, par exemple, vous parlez de la situation au Mali, que notre armée puisse aller aider les Maliens quand ils ont des difficultés avec ce qui se passe avec ces mouvements armés. Je veux qu'à l'avenir, notre armée puisse donner des soldats, des sous-officiers, même des officiers, y compris des officiers généraux, pour les forces de maintien de la paix dans d'autres pays, sur d'autres continents. Je veux que la Côte d'Ivoire rayonne, qu'on sente que la Côte d'Ivoire est un pays qui compte. Et je ne dis pas que c'est par l'armée que cela se fait, mais nous devons restructurer le système. Et cette restructuration a besoin que je le fasse. J'ai réglé les problèmes économiques. Le PPTE, nous en parlerons, c'est dans quelques semaines. Je considère que les grands travaux sont lancés. Je pense que nous avons encore quelques chantiers importants, c'est vrai, mais la défense est à un point où je veux m'impliquer. Je veux donner les orientations. Je veux présider moi-même la restructuration. Je veux pouvoir connaître tous les échelons dans l'armée, que ce soit les généraux, les colonels, les commandants. Je veux pouvoir faire les promotions dans l'armée. Que l'armée se dise, voilà, nous avons maintenant un chef suprême qui est juste, qui tient compte de la compétence, du mérite, de l'ancienneté, avant de promouvoir les uns et les autres.
je vais donner confiance à l'armée. Monsieur le Président, dans votre posture de ministre de la Défense, est-ce que vous ne désavouez pas un peu la hiérarchie militaire? Vous avez dit il n'y a pas très longtemps dans un journal, un confrère étranger, vous avez dit ces phrases, je vous cite, j'ai convoqué il y a peu tous les généraux pour leur dire ceci. S'il n'y a pas d'amélioration notable en la matière dans les 3 mois, donc parlons de sécurité, je mets un terme à vos fonctions. Alors la question qu'on se pose, est-ce que ce n'est pas pour ne pas mettre un terme à les fonctions que vous avez, vous, décidé de choisir de porter le costume de ministre de la Défense? Point du tout. Là, il y a eu une amélioration. C'était exactement le 19 décembre. J'ai eu cette réunion dans ce bureau même. J'étais tout à fait choqué par ce qui est arrivé à Bavois. Et c'était la suite de plusieurs événements. Et j'ai indiqué aux responsables que leur responsabilité était engagée, comme la mienne, en allant vers mes compatriotes pour devenir président de la République. J'ai dit à mes concitoyens que je les protégerais. Alors je ne peux pas accepter une situation de désordre, de tuerie et autres par rapport à nos concitoyens et à d'autres personnes qui vivent sur notre territoire. Alors donc j'ai considéré que c'était leur responsabilité, ils l'exercent très bien, je suis satisfait de mes responsables et les choses se passent bien. Mais vous savez, il y a eu 2 armées qui se sont combattues. Nous devons restructurer l'armée. Vous savez, restructurer une armée, ça veut dire les intégrer. Ça veut dire leur trouver du matériel, des avions, des bateaux, toutes sortes de munitions et ainsi de suite. Et ceci demande aussi un programme économique en réalité. Donc si je prends en charge la défense, ce n'est pas par défiance des responsables militaires, bien au contraire, c'est pour les appuyer, c'est pour les aider à faire en sorte que très rapidement notre armée soit une armée moderne. C'est vrai que de manière générale, quand le président de la République prend le ministère de la Défense, c'est que le pays est dans une situation d'exception. Ah non, point du tout. Donc vous nous rassurez que le pays n'est pas dans une situation j'ai d'exception. été élu démocratiquement. Très bien, Monsieur le Président. Donc la Côte d'Ivoire ne peut pas parler d'exception. Ce n'est pas du tout le cas. Vous avez dit à 2 ou 3 reprises, la sécurité s'améliore. Monsieur le Président, beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas rassurés. Il y a des actes de certains membres des FRC qui ressemblent à la défiance. Comment mettre fin à cela? Comment les ramener dans le droit chemin? Vous savez, je comprends cela. Je comprends que les questions de sécurité, même si ça s'améliore, il y en a toujours, surtout dans les grandes villes. Qu'est-ce que nous avons fait? Je indiquais à Agnès tout à l'heure la question de ma réunion ici le 19 décembre. Et en quelques semaines, nous avons amélioré la situation à Abidjan. Alors, certaines de ces personnes que vous appelez FRC, qui sont en fait des faux FRC, quelquefois sont des combattants, il y a des miliciens, il y a des anciens prisonniers, etc. Et se sont déportés à l'intérieur. Et là, nous avons également mis en place un programme. Et quand ils ont vu que les grands axes routiers étaient protégés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les routes latérales. Après, les routes latérales, c'était les pistes. Mais nous sommes après eux. Et nous allons faire en sorte que les Ivoiriens soient protégés et soient tranquilles. Et qu'il y a des améliorations, même à l'intérieur, vous le savez bien, et cela continuera, surtout avec la restructuration des forces de défense. Monsieur le Président, permettez que je m'adresse au ministre de la Défense que vous êtes. Oui. Comment reconnaît-on un faux FRC d'un vrai FRC? Pour le moment, je ne peux pas le faire parce que des uniformes ont été volés pendant cette crise. On a donné des numéros de matricule aux vrais FRC, en tout cas ceux qui ont été recrutés et ceux qui étaient déjà au niveau des FANCI, par exemple. Et c'est pour cela que des unités ont été constituées pour vérifier l'identité de ceux qui sont arrêtés. Et ce système a permis, je peux vous dire, de retirer du circuit près de 400 personnes qui se faisaient passer pour des FRC, mais qui n'étaient pas des FRC. Bien entendu, nous avons des quotas additionnels pour recruter un certain nombre de jeunes combattants, parce qu'ils ont participé tout de même à cette crise. Bon, certains ont pu être recrutés, mais à peu près 1000. Mais la difficulté, beaucoup ont dépassé l'âge pour devenir militaire, ou n'ont pas le niveau intellectuel nécessaire. Il y a des règles à mettre en place, et en fonction de ces règles, nous continuerons certains recrutements, et nous ferons en sorte que ces combattants, ou ces anciens combattants, qui ont contribué à la sortie de crise, puissent avoir un avenir. Et ça ne veut pas dire qu'ils doivent tous rentrer dans l'armée.
Il faut également que ces jeunes-là comprennent qu'il n'y a pas que l'armée. Il y aura des grands projets. Nous avons recruté beaucoup d'entre eux dans des projets spécifiques. Nous continuerons de le faire. Nous ferons en sorte qu'ils aient un avenir et qu'ils abandonnent les armes parce que ne doivent porter des armes que ceux qui en ont le droit, c'est-à-dire des militaires. Alors donc nous allons désarmer tous ceux qui ne doivent pas avoir des armes. Pourquoi la nouvelle armée tant attendue tarde à voir le jour, M. le Président? Pourquoi ça a été... Oui. Mais ce sont des questions complexes. Il faut le temps de bien les régler. Si vous ne le faites pas, vous créez une situation d'instabilité. Quand j'ai véritablement pris fonction, les anciens responsables de l'armée sont venus faire allégeance. Et depuis, ils se comportent de manière totalement républicaine. Je viens de proposer au président Ali Bongo d'accréditer le général Mangou comme ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Gabon. Il a accepté. J'ai proposé au président Wade que le général Kassaraté soit nommé ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Sénégal. Il a accepté. D'ailleurs, il voyage avec moi au Sénégal ce week-end pour aller à l'investiture. Il faut, parce que ces généraux, vous savez, après le 11 avril, je les ai reçus individuellement et j'ai parlé avec eux. Ils m'ont dit des choses que je garde pour moi. Mais j'ai été ému parce que pour beaucoup, il y avait beaucoup de contraintes, beaucoup de menaces. Ce sont des hommes bien pour la plupart d'entre eux. Mais vous savez, si on vous menace, pas vous-même, parce que vous êtes militaire et vous êtes censé vous battre, on menace votre femme, vos enfants, vos filles. Pardonnez-moi de le dire, madame, on menace de violer vos enfants, des choses comme ça. Mais à un moment donné, vous craquez. Donc je ne voudrais pas revenir sur cette crise qui nous a tant traumatisés. Mais je vais faire la part des choses. Et j'ai reçu près de 200 chefs militaires avant de procéder aux nominations dans l'armée. Parce que je voulais les connaître individuellement, y compris d'ailleurs les anciens commandants de zone. Je leur ai parlé à chacun, en présence du Premier ministre Guillaume Soro en ce temps, parce que je voulais leur dire des choses concernant notre pays. Je dis, moi, je ne suis pas le président d'un groupe. J'ai été élu démocratiquement, avec un score important. Je suis le président de tous les Ivoiriens. Je dis, vous avez servi un autre président, mais c'était votre devoir. Maintenant, il y a un nouveau président. Vous devez le servir avec loyauté. Et je suis satisfait de leur comportement. Vous êtes en train, M. le Président, de caser certains généraux. Oui. D'autres s'interrogent sur leur avenir. Je pense au commandant des zones. Oui. La CPI est en train de mener ses enquêtes à Diokoué. Si demain certains responsables, certains commandants de zones sont mis en cause, est-ce que cela ne représenterait pas une menace pour votre régime? Non, pas du tout. Je considère d'abord que c'est un faux procès que certaines de ces structures des droits de l'homme font. J'ai montré ma détermination à respecter l'état de droit. Nous avons créé une commission nationale d'enquête qui est à pied d'œuvre, qui va terminer son travail dans 2 ou 3 mois. Et à l'issue de son travail, écoutez, le document sera rendu public. Si certaines personnes ont commis des crimes, ces personnes seront devant le juge. Il n'y aura pas d'exception. Parlant de cette commission nationale d'enquête, Monsieur le Président, justement, vous venez de nommer au délai de remaniement la présidente de cette commission, ministre déléguée à la justice. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de raison de jeter ou de penser qu'on peut avoir des doutes sur l'objectivité de cette commission? Ah non, point du tout. Moi, je cherche les meilleurs à chaque fois que je dois nommer une personne, en donnant la préférence aux femmes d'ailleurs. Il n'y en a pas beaucoup dans le gouvernement d'ailleurs aussi. Alors, je connais les reproches qu'on me fait et je m'améliore, puisque le nouveau garde des Sceaux est une femme, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? La commission nationale d'enquête a été mise en place. Le ministre de la Justice est venu nous proposer une série de magistrats. Elle était la plus gradée, elle est, je crois, hors série, etc., impeccable par son objectivité,
son travail, sa compétence, elle a été nommée à ce poste. Et ensuite, à l'occasion du changement de gouvernement avec le Maître Aoussou comme Premier ministre, je souhaitais qu'il continue de garder la justice parce qu'il y fait du bon travail et nous avons des dossiers importants à gérer. Je lui ai dit, bon, mais écoutez, cherchons un garde des Sceaux, de préférence une femme, et notre choix s'est porté sur elle. J'attends qu'il me fasse des propositions à nouveau pour le président de la Commission nationale d'enquête. Vous parlez tout à l'heure du mouvement qu'effectuent désormais certains hommes en armes dans les villes de l'intérieur. Oui. Ça nous permet de passer justement à poser la question sur les coupeurs de route. Oui. Les Ivoiriens qui empruntent les chemins pour entrer chez eux dans les villages ou dans les villes de l'intérieur partent la peur au ventre. Et les jours qui passent, justement, nous voient défiler tous les jours des drames, des morts par la faute des coupeurs de route. Oui, non, cela est vrai, mais nous y travaillons. Vous voyez, il y a des résultats. Vous savez, tous les matins, je reçois des rapports de la gendarmerie, des rapports de l'état-major me disant il y a eu combien de braquages, combien de coupeurs de route. Je peux vous dire, depuis une dizaine de jours, je n'ai quasiment plus d'éléments sur les coupeurs de route. Il y a 3 semaines, c'était 10 par jour. C'est peut-être un recul stratégique de leur part. Oh, mais ils savent que nous sommes déterminés à éradiquer ce phénomène. Et nous allons le faire. Il y a quelque chose qui nous gêne, c'est le problème de l'embargo. Parce que, vous savez, pour régler ces problèmes, il faut des armes aussi. Quelquefois, ces coupeurs de route sont mieux armés que l'armée elle-même ou la gendarmerie. Nous avons fait des démarches auprès de l'ONU pour avoir ce qu'il faut. Je pense que les choses vont se régler rapidement. Et nous montons en puissance. Et nous allons régler ce problème. Je peux en donner l'assurance à mes compatriotes. Parce qu'on parlait des problèmes de moyens, justement. Oui. La police, la gendarmerie, ils ne sont pas donc équipés pour assurer leur rôle de soutien de sécurité des citoyens. Mais il y a aussi le problème de logement des policiers qui revient de manière récurrente. Des policiers qui sont mal logés ou menacés d'être vidés de leur maison et qui n'ont pas de moyens. On leur demande de faire un travail de sécurité, ce n'est pas du tout évident. Oui. Ce problème des baux administratifs, je l'avais réglé il y a 20 ans. Il y a beaucoup de malversations, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires là-dedans. Nous réglerons ce problème, mais nous voulons d'abord faire un audit. Nous voulons savoir si des maisons qui sont censées être des maisons baillées sont véritablement baillées. Quelquefois, il y a des adresses qui sont vides. Personne. Pourtant, l'État paie des millions à des personnes pour cela. Mais une fois que cet audit sera terminé, que nous saurons que tant de policiers logent dans tant de maisons, ces baux seront payés régulièrement. Et les arriérés seront donc également payés sur une certaine période, comme nous le faisons dans tous les secteurs. Nous voulons assurer les policiers que c'est important qu'ils aient un minimum de confort quand ils rentrent ce soir. Ces gens font un travail difficile, debout quasiment toute la journée. Quand ils rentrent chez eux et ils ont des problèmes avec les propriétaires, ce n'est pas normal. Ça veut dire que l'État n'a pas fait son travail. Je n'ai pas voulu rentrer dans une série de considérations. Mais vous savez, j'ai trouvé un État déliquescent. La Côte d'Ivoire était en faillite économique. Je n'ai pas besoin de décrire les choses. Je dirais même en faillite morale. Là également, je n'ai pas besoin de donner des exemples. Tout le monde le sait. C'était la honte pour notre pays. La manière dont certains dirigeants se comportaient. La Côte d'Ivoire était divisée du fait des autorités elles-mêmes. La Côte d'Ivoire s'était repliée sur elle-même. Mais vous savez, il fallait ouvrir la Côte d'Ivoire. Il fallait rassurer nos compatriotes. Il fallait montrer que des choses qui n'ont pas été faites, nous pouvons les faire. Que nous pouvons reconstruire, réhabiliter les universités. Que nous pouvons réhabiliter les routes. Que nous pouvons avoir de nouveaux projets. Qu'il y a des emplois qui seront créés, et ainsi de suite. Et à partir de là, les Ivoiriens seront certains que l'avenir de leurs enfants est quelque chose dont ils auront les fruits. Très bien. Nous vous donnerons, Monsieur le Président, l'occasion de développer longuement votre recette pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Mais peut-être une dernière question sur l'insécurité, qui est un problème